Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette 4e leçon du cours Le droit international des régions. Alors, ce matin, vous le voyez à l'écran, la leçon est intitulée État, Organisation internationale universelle et Confédération régionale, Tertium non datur, en droit international des institutions, point d'interrogation. Alors, pour mémoire, vous avez ici le programme du cours à l'écran. Nous sommes désormais arrivés à mi-parcours et nous allons aujourd'hui franchir le Rubicon, puisque nous allons passer du droit international régional, que nous avons couvert dans les 2 dernières leçons, au droit international des régions stricto sensu, c'est-à-dire que nous allons passer aux questions institutionnelles que pose le développement des organisations régionales aujourd'hui dans le monde. Alors, dans cette leçon, j'aimerais vous expliquer pourquoi il est temps de dépasser l'opposition binaire entre État et organisations internationales, en droit international des institutions, et plus précisément l'opposition entre l'organisation territoriale et politique, qui est réservée aujourd'hui encore aux États, et l'organisation fonctionnelle et apolitique, qui est laissée aux organisations internationales. Le moment, je pense, est venu, et je vais vous expliquer pourquoi, d'instituer une 3e institution et forme politique du droit international, la Confédération régionale. Et par la même occasion, eh bien, je pense que le moment est venu d'instituer véritablement, enfin, l'Organisation internationale universelle au singulier, comme 2e institution et forme politique non territorialisée du droit international, au lieu de la catégorie apolitisée, fourre-tout, au pluriel, des organisations internationales actuelles. Alors, quelques mots d'introduction, comme toujours, vont me permettre de vous expliquer pourquoi. Alors, comme je l'ai annoncé dans la première leçon, l'universalisation, la généralisation et l'approfondissement de la régionalisation du droit international et de toutes ces institutions régionales depuis le tournant du millénaire, et vous vous rappelez ce schéma, eh bien, cette universalisation, généralisation et approfondissement de la régionalisation du droit international a révélé, à mon avis, une autre faiblesse de l'ordre institutionnel international parmi toutes celles auxquelles je consacre cette chaire depuis 5 ans. Cet ordre, en effet, tel qu'il a été organisé après 1945, limite l'organisation politique et territoriale des peuples à une seule institution, celle des États, les organisations internationales étant considérées comme techniques et fonctionnelles uniquement. Cet ordre ignore dès lors la particularité géopolitique, donc territorialo-politique, des institutions, organisations ou ordres qui se sont construits sur le plan régional autour des États de ces régions et alliant comme les États territoire et politique, mais sans pour autant devenir des États. En renonçant à instituer ces ordres géopolitiques régionaux en tant que tels, le droit international des institutions a, à mon avis, abandonné les peuples de ces régions aux aléas d'une forme d'institution politique qui, elle aussi, s'était construite autour des peuples et de leurs institutions par le passé, cette forme d'organisation qui, comme les ordres régionaux, échappe au droit international des institutions contemporains, vous l'aurez deviné, c'est l'Empire. Alors certes, cette forme d'organisation, l'Empire, est en principe éteinte sur le plan juridique, et ce depuis le progressif avènement, contre l'Empire précisément, de l'État. La forme politique de l'Empire est contraire à l'égalité souveraine des peuples et de leurs institutions. Mais paradoxalement, ces différentes spécificités, ce que j'appellerais l'impérialisme, n'ont pu se propager que mieux du fait de la sous-juridicisation et de la sous-institutionnalisation des ordres régionaux en droit international. C'est ainsi, je l'ai dit, que l'Empire a pris les formes institutionnelles qu'il pouvait prendre dans ce nouvel ordre. Il est apparu sous la forme soit d'États-empires, comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, soit, et c'est mon sujet dans ce cours, d'organisations-empires, lorsque ces États ont constitué des organisations régionales pour assouvir leur velléité impérialisme en toute discrétion. Pensez par exemple à l'OTAN
et les États-Unis au sein de l'OTAN. Pensez à l'Organisation de coopération de Shanghai et à la Chine. Pensez à l'Union économique eurasiatique et à la Russie. Mais plus près de nous, il y a aussi certains États-puissances européens, comme le Royaume-Uni avant le Brexit ou la France, qui, à travers l'Union européenne et de ce que Signe Larsson-Relling appelle l'amnésie de l'Union sur son passé impérial, ont pu continuer à assouvir leur politique impérialiste au travers ou cachés derrière l'Union européenne sur le plan international après 1945. En somme, les États sont certes garantis comme des égaux par le droit international, et je vous rappelle l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Donc les États sont certes garantis comme des égaux par le droit international, mais cette garantie ne suffit pas à protéger l'égalité souveraine de leur peuple contre les différents ordres régionaux autoritaires au dedans et impérialistes au dehors, qu'on a laissé se développer tranquillement à l'ombre de la Charte des Nations Unies. Comme je l'ai conclu à l'issue de mon panorama historique de la première leçon, le développement de ces ordres régionaux impérialistes à l'ombre de la Charte des Nations Unies ne menace pas que l'égalité des États et de leurs peuples au sein de ces ordres régionaux. Elle menace aussi l'ordre institutionnel international dans son ensemble. Vous vous rappelez que l'histoire cyclique des régions en droit international et leur retour en force au début du XXIe siècle révèlent en effet que l'absence de statut juridique commun et égalitaire de l'organisation régionale en droit international des institutions a permis à quelques États-puissances régionales et quelques organisations empires sur lesquelles règnent ces États de saper, lentement mais sûrement, les efforts de la reconstruction institutionnelle universelle elle-même, notamment aux Nations Unies, et dès lors, malheureusement, les conditions mêmes d'un multilatéralisme égalitaire. Alors, ce qui rend ce constat, si vous le partagez, particulièrement amer, c'est qu'il aurait pu en aller autrement, en 1945. Et je l'ai déjà dit lors de la première leçon. En effet, les historiens le révèlent depuis quelques années, et là je vous ai mis 2 ouvrages particulièrement intéressants sur la question. De nombreuses propositions de nouvelles institutions politiques régionales ou interrégionales avaient été avancées dans l'entre-deux-guerres, à l'instar des projets successifs d'Eurasie ou encore les projets institutionnels des Black Federalists aux Caraïbes ou en Afrique, et dans l'immédiate après-guerre, les projets d'Eurafrique ou d'Afro-Asie. Même durant la négociation de la Charte des Nations Unies, les projets de conseils régionaux ont fleuri, sans jamais, malheureusement, emporter la conviction de la majorité des États. Ces différents projets d'institutions politiques internationales communes et donc égalitaires des régions, qui avaient été explorés au moment de la chute des empires et avant la mise en place du pavage étatique mondial par la Charte des Nations Unies, avaient tous saisi, je pense, l'importance de ne pas instituer que les peuples et la forme politique nationale et de ne pas laisser les relations internationales à ce qu'on appelait à l'époque l'internationalisme. Tous ces projets avaient en commun d'insister sur la nécessité d'instituer aussi et tout de suite les différentes autres formes d'organisation politique et territoriale autour et entre ces peuples, des ordres politiques qui avaient existé de tout temps, les régions. Par l'institution d'ordres régionaux autour de ces États, il s'agissait bien entendu dans ces projets de brider et de domestiquer le nationalisme à l'intérieur des États, d'une part, mais d'autre part, beaucoup de ces projets partageaient aussi une ambition anti-impérialiste, ou en tout cas post-impérialiste, à l'extérieur. Et cette ambition, c'était celle évidemment de Karl Polanyi dans les années 30, avec sa notion d'empire dompté, tame empires, en ordres régionaux, qu'il avait développé en réaction à la théorie du Grossraum de Carl Schmitt. Alors, selon Jane Burbank et Fred Cooper, dont vous avez ici l'ouvrage à l'écran, ces différents projets d'institutions politiques d'ordre régionaux post-impériaux présentaient tous les traits considérés aujourd'hui par les spécialistes comme étant ceux qui distinguent dans les faits les organisations régionales d'autres organisations internationales. Des ordres à la fois territoriaux et politiques d'un nouveau type, donc cette
alliance du territoire et de la politique qui ont fait des ordres géopolitiques à part entière, une solidarité non nationale entre les peuples de ces ordres, et enfin une forme politique de type fédéral, j'y reviendrai. En fait, ces différents projets doivent leur échec aux forces mêmes qu'ils cherchaient à dompter par l'institution de régions autour de ces États. Ils doivent leur échec au nationalisme, qui aura eu raison des contraintes égalitaires posées par ces ordres régionaux à l'intérieur de chaque État membre, et l'impérialisme, qui aura eu raison des contraintes égalitaires posées par ces ordres régionaux dans les relations entre États membres. Et c'est pour ces deux raisons, d'ailleurs, que ces projets, des projets faillis, je l'ai dit, ont inspiré les théories néo-régionalistes qui ont fleuri en sciences politiques et en politique dès la fin des années 90. Comme le concluait, à mon avis, à juste titre, le politologue Andrew Harrow dans son premier article sur la question en 2007 déjà, l'idée d'autodétermination régionale des peuples pourrait jouer ni plus ni moins le rôle de celle de l'autodétermination nationale au XXe siècle. L'institution de la région en droit international pourrait en effet contribuer non seulement à la plus grande légitimité politique des États membres de ces régions, qu'elle pourrait démocratiser en garantissant l'égalité des droits de leurs peuples et citoyens à l'intérieur de ces États. C'est ce que j'appellerais la légitimité interne aux ordres régionaux par les ordres régionaux. Mais cette institution des ordres régionaux, en ordre politique, contribuerait aussi à la légitimation politique de l'ordre institutionnel international dans son ensemble, en garantissant à la fois l'égalité des États membres de ces régions entre eux, et au-delà de chaque région, l'égalité de toutes les organisations régionales entre elles dans les procédures d'adoption du droit international au sein des organisations internationales universelles. C'est ce que j'appellerais la légitimité externe aux ordres régionaux par les ordres régionaux. En fait, les peuples de ces régions qui se régionalisent toujours plus, je l'ai dit, tiennent peut-être désormais leur revanche politique. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon aussi, aujourd'hui, chaque peuple dans le monde dispose d'au moins une forme d'organisation régionale au-delà de son État. C'est ce que j'ai appelé l'universalisation de la régionalisation. Il dispose en outre d'au moins une forme d'organisation régionale à compétence quasi générale. C'est ce que j'ai appelé la généralisation de la régionalisation. Et enfin, il dispose aussi d'au moins une forme d'organisation régionale dite intégrée ou autonome. C'est ce que j'ai appelé l'approfondissement de la régionalisation. Il s'agirait donc de prendre acte de cette nouvelle réalité et d'instituer ces organisations régionales de manière commune et égalitaire en droit international pour en assurer la légitimité interne et la légitimité externe, telles que je les ai définies, et dès lors garantir l'égalité des personnes humaines et des peuples de ces États membres, l'égalité des États membres de ces organisations régionales, et enfin l'égalité des organisations régionales entre elles. En somme, l'institution en droit international des organisations régionales en une nouvelle forme politique de droit international pourrait marquer une nouvelle ère de la légitimité politique du droit international, ce que j'ai appelé dans un article une nouvelle aube de la légitimité politique du droit international. C'est d'ailleurs un tel argument qu'appelait de ses voeux Anne Offord en 2021, puisqu'à l'issue de sa démonstration historique, mais sans pouvoir développer cet argument elle-même, elle appelait les juristes internationalistes à travailler sur la légitimité politique de ces organisations régionales. Et je l'ai dit, en 2024, j'ai proposé un tel argument dans un article qui est paru en anglais dans le volume spécial que j'ai édité avec Eva Cassotti dans la International Organizations Law Review, précisément sur cette question. Et je vais vous présenter les résultats de cet article ce matin, en français, mais enrichi de nouveaux éléments. Avant de vous présenter cet argument, toutefois, j'aimerais souligner que la route est parsemée d'embûches. Et je vais en mentionner, détailler 3 ici, et essayer
d'écarter ces embûches pour ensuite ouvrir le chemin de mon argument. Une première difficulté que rencontre ce projet d'une troisième institution, régionale cette fois-ci, des peuples du monde, en droit international des institutions, tient à l'apparente démission des juristes dans ce débat. Pas tous les juristes, nous le verrons, mais beaucoup de juristes. Il y a donc très peu à tirer, je l'ai dit déjà il y a 3 semaines, de la littérature juridique sur ce sujet, et comme nous le verrons, c'est plutôt de la théorie constitutionnelle interne, et notamment de la théorie de la fédération d'Olivier Beau, par exemple, dont vous avez ici les ouvrages à l'écran, que nous pourrons tirer le plus d'éléments. Notez tout de suite que je préfère, et vous l'avez vu dans mon titre, le terme confédération à celui de fédération, parce qu'il a été utilisé en Suisse et aux États-Unis, avant que ces confédérations d'États ne deviennent des États fédéraux. Mais pour le reste, vous le verrez, il n'y a pas beaucoup de différence entre ma compréhension de la confédération et la fédération d'Olivier Beau, puisque comme lui, je considère que c'est une forme politique distincte, relevant tant du droit public interne à la confédération, régionale en l'occurrence, que du droit public international qui va m'intéresser. Alors la littérature internationale dans ce domaine, elle, malheureusement, continue à être dominée par ce que j'ai appelé ailleurs l'étatisme méthodologique. L'organisation régionale y est en effet habituellement déconsidérée et elle y est traitée en creux comme un simple échelon intermédiaire entre institutions nationales et universelles, et notamment entre des organisations interétatiques, bilatérales et multilatérales. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon, la régionalité d'une organisation régionale est alors définie de manière purement négative comme ce qui a trait à une organisation non universelle. J'avais déjà fait le procès de cette manière négative de procéder. Concrètement, comme je l'ai indiqué dans la première leçon aussi, et je vous y renvoie pour toutes les références, le peu de littérature qui existe sur les régions en droit international porte avant tout sur le droit international régional, donc sur le droit, et dans une bien moindre mesure sur les institutions internationales régionales. Il y en a sur l'Union européenne, bien entendu, et je parlerai de l'Union européenne la semaine prochaine, et il y en a aussi sur les tribunaux régionaux. Mais pour le reste, quand les organisations régionales sont abordées sous un angle institutionnel dans cette littérature, c'est en tant qu'organisation internationale, et plus précisément comme n'importe quelle autre organisation internationale, fonctionnelle, mais spéciale, au champ d'application limité ou fermé, définie purement négativement par opposition à des organisations internationales universelles qui, elles, ont un champ d'application illimité ou ouvert. D'ailleurs, le traitement des organisations régionales dans cette littérature d'internationalistes se fait rarement de manière générale, comparée et théorique. Elle se fait plutôt région par région, ou entre 2 régions et leurs organisations régionales, habituellement entre 2 organisations régionales d'intégration économique, comme l'Union européenne ou l'ASEAN ou l'Union européenne et le Mercosur. Ou alors elle se fait dans une comparaison par silos fonctionnels. On va comparer les organisations régionales en matière de sécurité, de commerce, de migration ou de droits de l'homme. Alors depuis peu, et je l'avais aussi annoncé dans la première leçon, et c'est ce qui a motivé ce cours, quelques publications commencent à apparaître sur la question du droit international des organisations régionales en tant qu'institution du droit international. Mais une deuxième difficulté est vite apparue, même dans cette littérature, pour ce projet. Cette littérature demeure en effet souvent critique de la pertinence juridique des organisations régionales. Donc elle en traite, mais elle en traite de manière critique. Et on peut dégager 3 objections à une institution propre aux organisations régionales en droit international des institutions dans cette littérature. Premièrement, la spécificité des organisations internationales régionales, à l'image du concept de région lui-même, nous dit-on, serait indéterminée et donc insaisissable juridiquement. Il n'y a rien à faire circuler. Alors j'ai déjà démontré dans la première leçon que le concept de région, même plastique, fissile, multiple, et c'est ça qu'on aime chez lui, peut être déterminé. En fait, cette objection
met la charrue avant les bœufs. C'est précisément le travail des juristes que d'organiser les organisations régionales, comme ils l'ont fait pour les États au XVIIe siècle, en construisant une unité dans la diversité. D'ailleurs, comme l'a rappelé Anne Hofod, sans droit et sans juriste, les nouveaux ordres régionaux, même multiples, que nous connaissons aujourd'hui, n'auraient jamais pu voir le jour. La preuve, dès lors, que les juristes savent travailler la région. L'heure est venue, en réponse à cette première objection, et je suis en cela les pas de ma collègue Laurence Boisson de Chazourne, l'heure est venue d'élaborer un droit institutionnel commun des organisations régionales. C'est ce qu'elle souhaitait dans la dernière ligne de son cours spécial en 2012, et c'est donc en réponse à cet encouragement que ce cours est construit. Deuxième objection, dans cette littérature de droit international consacrée aux organisations régionales, deuxième objection critique, même si l'on parvenait à rendre le concept de région déterminé, les organisations régionales manqueraient de pertinence juridique propre. Vous vous rappelez, c'est la critique avancée notamment dans le rapport de la CDI rédigé par Martí Kosciuszko. Les organisations internationales ne sont que des organisations internationales fonctionnelles spéciales, rien de particulier à leur régionalité. Je viens de rappeler que sans juristes, il n'y aurait pas d'ordres régionaux. Leur pertinence juridique, elle est à construire, elle ne tient qu'à nous. Il faut la voir, la révéler et ensuite l'instituer. Il est erroné d'affirmer que les organisations internationales régionales ne pourraient pas être distinguées juridiquement de toute autre organisation internationale exclusive de leurs États membres pour des raisons fonctionnelles. Rappelez-vous, les organisations régionales sont les seules organisations internationales à présenter une dimension géopolitique claire, du fait à la fois de leur assise territoriale assumée et de leur organisation politique stable. Et c'est cette dimension qui a des conséquences juridiques importantes que nous devons révéler. C'est ce que confirme d'une part le fait que les organisations régionales, comme l'Union européenne, la CEDEAO, l'ASEAN ou le Mercosur, soient les seules organisations internationales à mentionner dans leurs traités constitutifs des concepts comme citoyen, peuple, souveraineté, ou encore, et c'est lié, un catalogue de droits de l'homme et un tribunal dont la juridiction porte parfois sur les organisations régionales elles-mêmes. D'autre part, ces mêmes organisations régionales, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, l'ASEAN, le Mercosur, sont les seules organisations internationales à mentionner dans leurs traités constitutifs ou dans leurs droits dérivés une assise territoriale et notamment la notion de frontière. En fait, la négligence de ces caractéristiques communes à la plupart des organisations régionales procède encore une fois, à mon avis, de l'aveuglement de l'universalisme eurocentriste des spécialistes des organisations internationales. Cet aveuglement les amène à isoler l'Union européenne dans sa catégorie sui generis, sa petite tour d'ivoire, et leur permet de continuer à minimiser la pertinence des autres organisations régionales et à les renvoyer à l'opposition binaire État-organisation internationale. Vous n'êtes pas un État, vous êtes une organisation internationale fonctionnelle et apolitique. L'Union peut avoir un Parlement et des citoyens et être politique dès lors, mais les autres organisations régionales ne seraient autorisées qu'à être fonctionnelles. L'Union européenne peut avoir un territoire, mais les autres organisations régionales, elles, ne seraient autorisées qu'à n'avoir que des espaces. Troisième objection dans cette littérature critique, même si les organisations régionales en venaient à pouvoir être saisies de manière déterminée et à pouvoir être organisées de manière à avoir une pertinence juridique propre, la question serait trop complexe, nous dit-on, et la réinstitution proposée ici, totalement irréaliste. Alors cette critique, à nouveau, elle est très eurocentriste dans tous ses angles morts. L'universalisation, la généralisation, l'approfondissement de la régionalisation des organisations régionales confirme bien que le travail juridique d'organisation du droit régional et des institutions régionales est faisable. Il y a des juristes à l'œuvre derrière chacun de ces ordres régionaux. Quant au réalisme, eh bien, il est habituellement réservé de façon totalement idéologique au traitement des institutions de certaines régions uniquement
qui sont accusées d'impérialisme, alors que les autres, et notamment les institutions européennes, sont abordées de manière beaucoup plus idéaliste et défensive. Et ça, de nouveau, c'est quelque chose qu'Anne Orford, je pense, a très bien révélé dans son article de 2021. Enfin, outre le manque de littérature de droit international sur les organisations régionales en tant que telles, jusqu'à il y a peu, et lorsqu'il y en a, outre les différentes objections à leur pertinence juridique que je viens de traiter, il existe malheureusement une troisième embûche, une troisième difficulté à juguler dans ce projet d'organisation et d'institution des organisations régionales que je vous propose ce matin. C'est la plus importante des trois embûches et elle explique d'ailleurs en bonne partie les deux premières difficultés. Cette difficulté, c'est la résistance conceptuelle fondamentale à l'idée qu'il faudrait abandonner l'opposition binaire entre États et organisations internationales. En effet, l'opposition binaire entre États et organisations internationales est habituellement présentée dans la littérature, mais aussi dans la pratique juridique, comme une opposition conceptuelle et donc comme une opposition incontestable de la pensée juridique internationale. Cela rendrait toute discussion normative fondée sur la légitimité politique distincte des ordres régionaux futile, surtout lorsque la plupart des spécialistes des organisations internationales, qui écrivent sur les organisations régionales, présentent leur rôle comme étant celui de décrire un phénomène social lorsqu'ils traitent des organisations régionales. Alors évidemment, si vous pensez que vous ne faites que décrire un phénomène social, eh bien, vous n'allez jamais contester l'opposition binaire entre États et organisations internationales, vous allez simplement continuer à considérer que cette distinction est conceptuelle et incontestable. Et vous avez, dans un récent article de Catherine Bollman, qui est ici à l'écran, un effort de traitement de cette question. Alors, pour parvenir à instituer les ordres régionaux en troisième institution du droit international, comme je vais vous le proposer dans cette leçon, il faudra accepter de critiquer la réduction de toute forme d'organisation politique territorialisée à l'État. Et il faudra aussi critiquer l'assimilation de toutes les organisations internationales au pluriel, car elles ne sont pas encore instituées de manière commune et générale en droit international, à de purs instruments fonctionnels et spatiaux apolitiques. Et pour ce faire, il faudra d'une part révéler la dimension politique et donc normative de la question institutionnelle régionale en droit international, et d'autre part décentrer les différents éléments de la légitimité politique du droit international en les rendant moins exclusifs à l'État. Il faudra décoller ces éléments de légitimité politique du droit international de l'État, et notamment décoller la souveraineté de l'État et décoller la représentation démocratique internationale de l'État. Alors, premièrement et principalement, instituer une troisième institution à une forme politique du droit international sous la forme de la confédération régionale permettrait, selon l'argument que je défendrai de cette leçon, de mieux protéger l'égalité souveraine des peuples, d'abord au sein de leurs États, mais aussi ensuite entre États. L'interprétation que je vais vous proposer se fonde toujours sur la garantie juridique de l'égalité souveraine des États de la Charte des Nations Unies. Cependant, elle va plus loin sur le plan institutionnel, puisqu'elle rattache cette égalité souveraine directement au peuple et la rend par là non exclusive à l'État. Cette leçon plaidera pour une conception partagée de la souveraineté externe et sur cette base pour une conception multiple de la représentation démocratique sur le plan régional. Deuxième temps, instituer la confédération régionale en la séparant des autres organisations internationales nous permettra par la même occasion d'instituer enfin, et par contraste, l'Organisation internationale universelle avec un grand O, au singulier, comme deuxième institution et forme politique non territorialisée du droit international, au lieu de la catégorie actuelle fourre-tout, je l'ai dit,
apolitisée des organisations internationales au pluriel. Au vu de la crise actuelle de légitimité politique des organisations internationales, l'argument que je vous proposerai dans cette leçon devrait donc permettre aussi de jeter les bases de la réorganisation, dans la 6e et dernière leçon, du droit international des institutions dans son ensemble et de l'articulation des différentes institutions publiques des peuples du monde, des États aux organisations internationales universelles, en passant par les confédérations régionales. En somme, vous m'aurez compris, les juristes internationalistes ne peuvent plus se permettre d'ignorer leur rôle dans l'institution géopolitique des organisations régionales. Dans la mesure où le droit international contribue à l'organisation des organisations régionales depuis maintenant 2 siècles, y compris à leur universalisation, à leur généralisation, à leur approfondissement récent, il devrait le faire aussi de manière à les rendre légitimes politiquement et à protéger l'égalité souveraine des peuples, et par là à espérer contrer le développement régional d'États-empires ou d'organisations empires. Après tout, c'est ce qu'ont fait nos prédécesseurs à nous, juristes internationalistes, des XVIIe et XVIIIe siècles. Et c'est ce qu'a fait notamment mon compatriote, Aimère de Vattel, lorsque ces juristes ont pensé l'État contre l'Empire et organisé son institution comme forme politique principale du droit international moderne. Lorsqu'ils ont pensé l'État contre l'Empire, ils l'ont fait en se fondant sur la meilleure légitimité politique de l'État. Il s'agit donc simplement désormais d'aller un petit peu plus loin, de faire un petit effort en complétant la protection institutionnelle internationale de l'égalité politique des peuples par une dimension supplémentaire, la dimension régionale. Alors mon argument se déploiera en 3 temps qui seront autant de parties de la leçon. Premièrement, je plaiderai pour des raisons d'égalité souveraine des peuples et contre l'Empire, pour une 3e institution et forme politique du droit international en plus de l'État et de l'Organisation internationale universelle, la Confédération régionale. Dans les 2e et 3e parties, je détaillerai les 2 dimensions sur lesquelles la Confédération régionale se distingue de l'Empire et permet dès lors de renforcer la protection de l'égalité de souveraineté des peuples et l'égalité des droits de la personne humaine, 2 dimensions de l'égalité politique qui sont déjà protégées par l'État, mais insuffisamment, et qui doivent donc être renforcées, la souveraineté et la représentation. Dans une 2e partie, je vous expliquerai comment la Confédération régionale peut être instituée pour préserver ses États membres dans leur égalité souveraine, en organisant le partage de cette souveraineté. Et enfin, dans la 3e et la dernière partie, je vous expliquerai comment cette confédération régionale, qui requiert de ses États membres qu'ils soient démocratiques et le garantit, peut et doit elle-même être instituée de manière à représenter leur peuple de manière complémentaire aux États. Alors 2 petites délimitations avant de commencer. Premièrement, je l'ai dit, je vais laisser la question de la réorganisation de l'ordre institutionnel international en général de côté, puisque dans la 6e leçon, je traiterai de l'organisation des relations entre institutions régionales, réinstituées en confédération régionale, puis des relations entre elles et les organisations internationales universelles. Deuxièmement, je ne parlerai de ce matin d'aucune organisation régionale en particulier, et je compte traiter du cas de l'Union européenne et de ses hésitations ou atermoiements entre une organisation régionale sui generis et une organisation régionale modèle dans la leçon de la semaine prochaine, une leçon qui lui sera entièrement consacrée. Et vous comprendrez la semaine prochaine pourquoi j'ai décidé, contrairement à ce que l'on fait d'habitude, d'amener l'argument confédéral sans parler de l'Union européenne. Alors, première partie, une 3e institution du droit international, la Confédération générale contre l'Empire. Ici, je procéderai en 3 étapes. Premièrement, je présenterai les origines de l'opposition binaire entre États et organisations internationales et les raisons de légitimité politique qui devraient nous pousser à la repenser. Deuxièmement, j'expliquerai comment des réminiscences, des échos
des vagues de la forme politique de l'Empire, contre laquelle s'est pourtant développée celle de l'État dès le XVIIe siècle pour protéger l'égalité souveraine des peuples, comment ces réminiscences, ces vagues, ces échos ont pu grandir dans les interstices régionaux, demeurer sous-institués, laissés vacants dans l'ordre institutionnel international. Et enfin, dans une troisième partie, je plaiderai pour l'institution d'une troisième forme politique, la confédération régionale, pour renforcer la protection de l'égalité souveraine des peuples contre l'Empire. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je vais me fonder très souvent sur les arguments de la théorie de la fédération d'Olivier Beau, mais je vais compléter à chaque fois ces arguments par une dimension de théorie du droit international public qui, à mon avis, leur manque. Et contrairement à Olivier Beau, je considère en effet que tant l'État que l'Organisation internationale universelle, que la troisième institution proposée ici, la Confédération régionale, sont des formes politiques, et ce à la fois en droit public interne à chacune de ces institutions et en droit public, en droit international public général. Alors, je commence avec mon premier point, repenser l'opposition binaire entre l'État et l'Organisation internationale universelle. Le développement des ordres régionaux géopolitiques en pratique, et notamment, je l'ai redit, leur universalisation au monde entier, leur généralisation sur tous les thèmes et leur approfondissement dans l'intégration régionale, depuis le tournant du millénaire, remettent en cause les principes centraux de l'ordre institutionnel international contemporain, un ordre qui pourtant avait été réinstitué il y a peu, en 1945, pour renforcer la légitimité politique du droit international. Le développement des ordres régionaux remet en cause cet ordre institutionnel international, notamment sur ses oppositions constitutives, qui sont les oppositions entre l'universel et le national, entre le fonctionnel et le territorial, et entre le technique et le politique. Ces trois distinctions organisent toute notre vie de juriste internationaliste. Ces trois distinctions alimentent aussi l'opposition binaire entre deux formes d'institutions du droit international contemporain, les États, qui sont nationaux, territoriaux et politiques, et les organisations internationales, qui sont universelles, fonctionnelles et techniques. De ces deux types d'institutions du droit international, seule la première, je l'ai dit, est considérée comme une forme politique à part entière. Alors je vais en traiter maintenant l'une après l'autre, avant de revenir ensuite à la place des ordres régionaux dans cette tenaille, dans cette opposition binaire. Depuis le XVIIe siècle et la progressive expansion du droit public européen en un droit international public universel, j'en avais parlé la première semaine, l'étatisme méthodologique règne en maître dans l'ordre institutionnel international. L'ordre juridique international moderne, devenu contemporain, est un ordre établi dès les origines par et pour les États. On qualifie parfois cette relation entre l'État et le droit international d'une relation immédiate, conceptuelle, logique, dans la mesure où il n'y a pas de droit international sans État, ni d'État sans droit international. En effet, à partir du XVIIe siècle, et progressivement, le droit international public fait de l'État la seule forme politique reconnue juridiquement. Cela se fait dans le sillage de la théorisation de l'État contre l'Empire, principalement par Aimère de Vattel. Et ce faisant, le droit international public va reléguer les formes politiques régionales qui étaient plus anciennes, comme l'Empire, mais aussi la Confédération, des formes que l'État est censé avoir remplacées, le droit international va les reléguer en des types soit d'organisation politique de l'État, soit en des types de régime politique de l'État. C'est le cas notamment du fédéralisme, qui aujourd'hui est devenu une forme décentralisée d'organisation politique de l'État, et plus une forme politique distincte de l'État. Et c'est le cas aussi de l'impérialisme, qui est devenu une forme autocratique de régime politique de l'État, et plus une forme politique distincte de l'État, habituellement opposée à la démocratie, qui finira par devenir le seul régime politique compatible avec le principe de l'égalité souveraine des peuples en droit international. Tout au plus aujourd'hui,
l'Empire et la Confédération sont-ils traités au rang de formes politiques historiques du droit international? Quant aux nouvelles institutions qui sont apparues aux côtés de l'État au droit international, comme les organisations internationales dès le XIXe siècle, elles sont notoirement traitées comme étant non politiques et ne constituent donc pas, stricto sensu, des formes politiques supplémentaires en droit international des institutions. Les organisations internationales sont réduites à des formes d'organisation de coopération purement techniques entre États, qui ne réinstituent pas les peuples de leurs États membres en de nouvelles communautés politiques. Beaucoup doutent dès lors de leur nature d'institution publique, précisément pour cette raison. Si vous n'êtes pas politique, comment être une institution publique? Les organisations internationales n'ont d'ailleurs aucun territoire, nous dit-on, et elles sont organisées sur la base de fonctions déléguées ou transférées par les États. C'est ce qui explique que les organisations internationales demeurent aujourd'hui encore totalement sous-instituées en droit international, et surtout qu'elles ne forment pas une catégorie unique et au singulier, contrairement à l'État avec un grand E au singulier. Le statut de droit international des organisations internationales est en effet extrêmement minimal, voire inexistant, disent certains. Alors, dans mon cours de 2021-2022, j'ai critiqué l'état du droit international des organisations internationales d'un point de vue politique, et notamment leur manque de légitimité politique. J'ai notamment insisté sur leur vulnérabilité à la privatisation. En réaction, j'ai avancé diverses propositions en faveur de la réinstitution de droit international public des organisations internationales en institutions politiques et donc publiques, même en tant qu'organisation internationale universelle et non territorialisée d'ailleurs. Pour ce faire, j'ai défendu la réinstitution des organisations internationales et le développement d'un statut de droit international public minimal de l'organisation internationale universelle avec un grand O au singulier en institutions publiques et politiques non territorialisées. Mais je laisse cette question de la forme politique organisation internationale universelle au singulier avec un grand O en suspens pour l'instant, pour mieux y revenir plus tard. J'aimerais en effet d'abord m'attarder sur l'espace géopolitique régional qui a été laissé inoccupé dans l'ordre institutionnel moderne, reconfirmé en 1945, en tant que cet espace géopolitique régional ne peut être considéré ni déjà comme un État, ni seulement comme une organisation internationale. De ce fait, cet espace régional, qui allie depuis toujours territoire et politique, est rapidement devenu un espace à prendre politiquement et juridiquement, et ceci m'amène à mon point suivant, reconnaître l'Empire dans les interstices régionaux de l'ordre institutionnel international. Par le passé, l'espace géopolitique régional a été occupé par diverses formes politiques reconnues en droit, comme la Confédération, je l'ai dit, et je vous ai parlé de l'exemple suisse ou les États-Unis, mais il y en a d'autres, mais aussi, bien sûr, des formes politiques reconnues à l'époque en droit, comme l'Empire. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon, des sources écrites et non écrites disponibles, il est possible de retracer l'existence d'un droit international régional dans toutes les cultures juridiques du monde. C'est notamment le cas du droit international régional applicable aux relations entre peuples et leurs différentes institutions, à l'époque royale, urbaine, par exemple au sein du monde musulman ou des différentes régions d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est. Ces droits internationaux régionaux étaient pratiqués dans le cadre de formes politiques régionales, juridiquement reconnues, et principalement par deux d'entre elles, la Confédération et l'Empire, deux formes rejetées depuis par le droit international moderne puis contemporain, qui a fait le choix, je l'ai dit, de l'État. Et c'est dans cet espace géopolitique des régions contemporaines qui a été laissé vacant par l'universalisation de la forme politique État par le droit international depuis le XVIIe siècle, que des organisations régionales se sont organisées petit à petit, rappelez-vous le schéma avec lequel j'ai recommencé aujourd'hui, depuis le début du XIXe siècle, et qu'elles participent depuis à l'élaboration du droit international dans ces régions.
Mais ce faisant, ces organisations régionales sont orphelines. Elles se situent inconfortablement entre deux chaises, entre la chaise des États et la chaise des organisations internationales. Avec leur assise territoriale, et plus important encore avec leur organisation politique stable, les organisations régionales remettent en effet en question le statut politique exclusif des États en vertu du droit international. Mais d'autre part, elles jettent aussi une lumière crue, une lumière cruelle, pourrait-on même dire, sur le manque de légitimité politique des organisations internationales en général. Ni État ni organisation internationale, ces organisations régionales révèlent donc le fossé qui se creuse entre ces deux institutions du droit international public, ou plutôt entre l'institution dominante de l'État, qui reste de toute façon réglementée de façon assez minimale, et l'institution encore tout à fait embryonnaire, je l'ai dit, des organisations internationales. Alors l'irritation causée par les organisations régionales dans cette opposition binaire entre États comme forme politique territorialisée, la seule, et les organisations internationales comme organisations techniques fonctionnalisées, est habituellement réglée, je l'ai dit, par la minimisation de la dimension géopolitique des organisations régionales et par leur traitement, par leur forçage, en fait, à l'aune d'organisations internationales comme les autres. Mais c'était sans compter un deuxième irritant. Il faut toujours être deux. Et ce deuxième irritant, à côté de cette re-régionalisation du droit international, c'est le retour de l'Empire. Le retour de l'Empire au sein de l'espace géopolitique régional, soit sous la forme, je l'ai dit en introduction, d'État-empire, soit sous la forme, et c'est pire, d'organisation-empire, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. L'État s'est construit en et par le droit international public moderne contre l'Empire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais plus précisément, l'État s'est construit contre l'Empire sur trois points fondamentaux qui ont été brillamment rassemblés ici par Emmanuel Tourme-Joinet dans cet extrait. L'État se construit contre l'Empire dans la mesure où l'État dépersonnalise le pouvoir politique, l'État sécularise le pouvoir politique et l'État territorialise le pouvoir politique. L'Empire, en tant que forme politique reconnue par le droit des siècles précédents, se comprenait en effet comme une entité politique composée d'un centre et de périphéries, mais surtout par la domination du centre sur les périphéries, et donc par l'inégalité des peuples institués en son sein et l'inégalité de leurs citoyens. Plus particulièrement dès lors, et pour faire écho à ces trois caractéristiques de l'État, l'Empire se caractérisait par la domination personnalisée d'une seule personne, l'empereur, avec le plus souvent un fondement divin et une prétention à un territoire potentiellement universel. L'Empire se caractérisait donc comme un exercice du pouvoir politique personnalisé, divin et non territorialisé, tout ce contre quoi l'État des mères de Vatel et ensuite l'État institué par le droit international s'est construit. Remise en cause par l'État dans toutes ses dimensions dès le XVIIe siècle, l'Empire disparaît progressivement comme forme politique reconnue par les juristes et par le droit international dans les 2 siècles qui suivront. Jusqu'à en être définitivement écarté au XXe siècle, au moment de la réinstitution de l'ordre institutionnel international par la Société des Nations, puis par l'Organisation des Nations Unies. Mais en suivant Hannah Arendt, et comme je l'ai fait jusqu'ici, il convient soigneusement de distinguer l'empire de l'impérialisme. Et donc une forme politique juridique aujourd'hui historique de politique d'expansion et de conquête. Si la forme politique de l'empire n'est plus, en droit international public contemporain, l'impérialisme peut bien sûr encore se retrouver dans les politiques des États et des organisations internationales régionales. C'est le cas des politiques régionales impérialistes d'États que j'ai appelées les États-empires, ces États-puissances régionales, ou les politiques régionales impérialistes d'organisations régionales que j'ai qualifiées d'organisations empires. Face à la faiblesse des garanties juridiques universelles de l'ordre institutionnel international contemporain,
il est important, je pense, de renforcer cet ordre, et par là de renforcer l'égalité souveraine des peuples et de leurs citoyens, par la reconnaissance, enfin, d'une troisième institution contre l'Empire. Et ceci m'amène à mon troisième point, instituer la Confédération régionale contre l'Empire. Si l'État a été pensé, puis institué en droit international comme la forme politique qui permet l'institution des peuples en plusieurs États égaux, et si l'État a donc permis de passer de l'Empire au singulier, aux États au pluriel et égaux, il est temps de penser et d'instituer une institution et une forme politique supplémentaires des mêmes peuples, toujours contre l'Empire. Cette fois-ci, ce sont les régions qu'il faut instituer autour des États pour mieux protéger l'égalité souveraine de ces États et des peuples de ces États. Cette nouvelle institution régionale de droit international s'insère donc dans la continuité de la protection de l'égalité des peuples de la Charte des Nations Unies. Parce que si vous lisez la Charte et que vous ne vous contentez pas de lire l'article 2, paragraphe 1, vous trouverez dans le préambule de la Charte la référence à l'égalité des nations et à l'article 1, paragraphe 2, la référence à l'égalité de droits des peuples. Et donc on voit bien que la Charte fait bien plus que de garantir l'égalité des droits des États, elle protège l'égalité des droits des peuples. Cette nouvelle institution régionale de droit international s'insère donc dans la continuité de la protection de l'égalité tant des peuples, de l'égalité des peuples de la Charte des Nations Unies, mais elle partage avec la forme politique de l'État un sens de la pluralité, et plus exactement un sens de l'égalité, cette égalité qui se fonde sur le droit international. Cela rend tant l'État que la nouvelle institution régionale, immédiate, en et de droit international, à la différence de l'Empire, qui, je vous l'ai dit, ne se pense jamais au pluriel, et qui ne se pense donc jamais en égal, et qui n'a donc jamais besoin de droit international pour garantir son égalité. En fait, je l'ai dit, il existe déjà une forme politique non impériale, qui a été aujourd'hui abandonnée par le droit international, mais qui instituait autrefois l'espace géopolitique régional autour des peuples et de leurs institutions. Et ce, avant l'émergence des premiers États. Cette forme politique régionale qui n'est pas un empire, c'est la Confédération. Comme l'empire, la Confédération est une forme politique d'ampleur régionale. Comme l'empire, c'est une forme politique d'ampleur régionale dans la mesure où elle est une entité politique ternaire et instituée, qui comprend un centre, la Confédération, et des périphéries, les États confédérés, dans une région. Et comme l'Empire, elle le fait sans créer un nouvel État. Comme l'Empire, la Confédération rassemble des États très hétérogènes. Et comme lui, elle maintient une multiplicité de liens de citoyenneté entre ces États et leurs populations respectives. Mais contrairement à l'Empire, la Confédération garantit et protège l'égalité souveraine des États confédérés d'une part, et les droits égaux des citoyens des États confédérés, d'autre part. Cette double garantie de l'égalité politique des peuples et des citoyens va de pair avec un régime démocratique, tant au niveau confédéral qu'au sein des États confédérés. Et par extension, ce régime politique en commun explique une plus grande homogénéité politique au sein de la Confédération, puisqu'il y a un effet mutuel d'entraînement, de domestication et de démocratisation mutuelle entre la Confédération et les États confédérés. La Confédération régionale, dès lors, cette forme politique du passé, se prêterait donc très bien à réinstituer les ordres régionaux, objet de ce cours. En fait, les rapports entre ordres régionaux et fédéralisme sont attestés de longue date par les historiens dont je vous ai parlé tout à l'heure, les historiens qui aujourd'hui redécouvrent ces formes d'institutions politiques des régions qui ont été tentées, mais qui n'ont jamais réussi dans tous ces projets d'institutions post-impériales des régions dont j'ai parlé en introduction. Alors en réponse à l'objection, parce qu'il y aura des objections, et vous en avez peut-être vous ici dans cette salle,
en réponse à l'objection selon laquelle le fédéralisme serait une question constitutionnelle, qui relèverait du droit national et serait tout au plus une question d'organisation de l'État, et pas une forme politique entière, et surtout pas une forme politique de droit international, je vous renvoie aux arguments d'Olivier Beau en faveur du pacte fédératif. Ces arguments sont légèrement adaptés et complétés ici par des arguments de théorie du droit international public en faveur d'un pacte confédéral. Premièrement, sur la nature juridique du pacte confédéral, il me semble que les arguments d'Olivier Beau pour un pacte fédératif, qui relève tant du droit national que du droit international, s'appliquent fort bien aux traités constitutifs des organisations internationales régionales telles qu'elles existent maintenant et qu'il s'agirait d'instituer en confédération régionale. Ces traités, en effet, sont habituellement considérés comme mixtes et les juristes internationalistes se cassent la tête sur ces traités constitutifs s'ils souhaitent les traiter comme de simples traités internationaux. Ils relèvent en effet tant du droit interne à l'organisation que du droit international applicable aux États membres de ces organisations, créant toutes sortes de complexités pour leur interprétation et leur autorité. Ce sont donc de véritables pactes instituants, des pactes constituants, au sens entendu par Paul Reuter. Quant à la finalité du pacte confédéral, la finalité politique du pacte confédéral, deuxièmement, il me semble que la finalité politique des organisations régionales à instituer en confédération régionale est confirmée en pratique par la particularité des traités constitutifs des organisations régionales que l'on retrouve d'ailleurs dans toutes les régions du monde, comme l'Union européenne, la CEDEAO, l'ASEAN ou le Mercosur. Et ce, notamment dans leurs objectifs et dans les contenus tant politiques que territoriaux, tout à fait uniques aux organisations régionales et que j'ai déjà rappelés en introduction. Alors il n'en demeure pas moins, bien entendu, qu'il devrait demeurer loisible aux États d'une région, si les peuples de ces États le permettent, de conclure des alliances ou des associations régionales non permanentes. De telles alliances se distingueraient dès lors d'une forme politique instituée durablement, comme la confédération régionale. Par ailleurs, les États d'une région devraient pouvoir aussi instituer en plus, si leurs peuples le permettent, d'autres formes d'institutions de coopération régionale durable, mais qui ne viseraient pas à intégrer la région en une nouvelle forme politique comme une confédération régionale. Dans ce cas, ces institutions demeureraient traitées comme des organisations internationales au pluriel, relevant toujours et encore de ce sac fourre-tout, de cette catégorie non instituée des organisations techniques et fonctionnelles, et donc apolitiques et aterritoriales, avec tous les désavantages toutefois que cela comporte quant à leur absence de légitimité politique et à leur vulnérabilité aux politiques impérialistes. Quant à l'institution de la confédération régionale par le droit international, elle devrait passer par la consolidation d'un statut juridique minimal des organisations internationales régionales. C'est ensuite à ce statut minimal de droit international de la confédération que chaque pacte confédéral, chaque traité constitutif d'organisation régionale confédérale renverrait ensuite afin de pouvoir instituer une nouvelle confédération régionale. Aux fins d'élaboration de ce droit institutionnel commun de la confédération régionale, il s'agit de parvenir à construire une certaine unité dans la diversité des organisations régionales, tout en respectant, bien sûr, cette diversité. Et ça, c'est l'un des projets entrepris par Alison Duxbury dans ce très bon article de 2024, lorsqu'elle insiste sur le fait qu'aujourd'hui, on ne voit pas encore de comparaison nécessaire à l'élaboration d'un droit institutionnel commun des organisations régionales. Donc il faudrait travailler à construire cette unité dans la diversité du droit institutionnel commun à ces confédérations régionales. Est-ce possible ? Oui, bien sûr. Les juristes l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait pour les États entre les XVIIIe et XXe siècles. Et il ne viendrait à l'idée de personne, aujourd'hui, de considérer que ce travail d'institution commune, lent mais certain, de l'État en droit international durant ces 3 derniers siècles, aurait mis fin à la diversité des formes, des organisations et des régimes de ces États
au sein de la catégorie État en droit international de l'État. Un droit institutionnel commun des confédérations régionales n'équivaut donc pas à la fin de la diversité de ces formes régionales. Quant à la garantie du droit international du statut minimal de la confédération régionale, comme celle qu'a obtenue l'État entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, eh bien, elle devra s'étoffer en droit coutumier de la confédération régionale. Il faudra aussi à terme passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire réformer la Charte des Nations Unies et en faire une Charte des Nations et des Régions Unies, comme j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner dans ce cours et comme j'en traiterai dans la 6e leçon. Il s'agira de réformer cette charte pour y faire figurer le principe de l'égalité souveraine des autres institutions publiques des peuples, dont les confédérations régionales, à l'article 2, paragraphe 1 de la charte. Le mot en S est lancé, le S-word est arrivé, et ce point est sans doute le plus controversé à vos oreilles ce matin, et il me fournit donc la transition parfaite vers la 2e partie de la leçon, une confédération régionale d'États souverains, la souveraineté multiple des peuples. La souveraineté externe des peuples instituée est généralement considérée comme étant concentrée et exclusive en droit international, puisqu'elle est concentrée chez les États et elle est exclusive aux États. Cette conception exclusive de la souveraineté externe en droit international contraste avec les conceptions existantes de la souveraineté interne, en particulier dans les États fédéraux, puisque dans ces États fédéraux, la souveraineté est également considérée depuis longtemps comme étant partagée et multiple. Sur le plan interne, ce type de souveraineté partagée et multiple, que nous pratiquons dans les États fédéraux, a en fait toujours été considéré comme une garantie de l'autodétermination des peuples de la Confédération et comme la meilleure protection contre la domination. Mon argument dans cette section sera dès lors que l'institution de la Confédération régionale nous permet de considérer, enfin, peut-être, les vertus antidominatoires ou antidomination de la souveraineté externe partagée et multiple dans les relations internationales. Un ordre régional de souveraineté multiple permettrait en effet aux peuples des États de ces régions de se réinstituer en ceux d'États confédérés et de partager ainsi leur souveraineté. Cette souveraineté multiple au sein d'une confédération régionale fonctionnerait comme un bouclier supplémentaire, protégeant ces peuples réinstitués contre la domination et se tant à l'intérieur de leurs États confédérés, entre leurs États au sein de la confédération régionale, qu'entre confédérations régionales. Alors mon argument se déploiera en 2 temps. Je plaiderai d'abord pour le principe de la souveraineté externe multiple en général, et puis ensuite, deuxièmement, pour une souveraineté partagée dans la confédération régionale. Souveraineté externe multiple en droit international. Par souveraineté, il faut entendre l'autorité politique suprême d'une institution publique donnée, généralement, du fait de la stipulation conceptuelle que nous avons décidé de faire depuis des siècles, un État. Il est courant d'établir une distinction entre les dimensions internes et externes de la souveraineté des États, et je viens de le faire. La dimension interne de la souveraineté fait référence au fait, à la proposition que le pouvoir politique des États est ultime vis-à-vis des autres institutions internes qui opèrent à l'intérieur de leurs frontières, tandis que la dimension externe de la souveraineté, en revanche, renvoie au fait et à la proposition que le pouvoir politique des États est ultime vis-à-vis d'autres institutions opérant au sein de l'ordre international. Tout cela, je pense, est assez consensuel. Une autre distinction s'ajoute en général à la première, cette fois entre 2 conceptions très très différentes de la dimension interne de la souveraineté. Donc je laisse l'externe de côté pour quelques minutes. C'est une distinction entre la souveraineté interne dite classique et la souveraineté interne dite dispersée. La conception dite classique de la souveraineté, celle de Bodin, Hobbes, Rousseau, Schmitt, est celle selon laquelle la souveraineté doit être comprise comme un pouvoir concentré, absolu et illimité.
L'idée de pouvoir concentré implique que l'institution souveraine est un agent unique, individuel ou collectif, capable d'imposer sa volonté ultime aux autres, au moins dans ses limites territoriales. Le pouvoir absolu implique que l'institution souveraine a le droit de régner sur toute personne se trouvant sur son territoire, sans avoir à entrer en concurrence avec d'autres institutions. Enfin, le pouvoir illimité, dans cette conception classique de la souveraineté interne, signifie qu'une institution souveraine ne doit connaître aucune limite juridique ou politique, matérielle ou formelle aux décisions qu'elle peut prendre. Le souverain, dans cette conception classique, ne peut être que le pouvoir constituant, c'est-à-dire l'autorité qui a le pouvoir ultime de modifier la Constitution. Cette conception a été contestée dès le départ par une autre tradition dans la pensée politique, une autre tradition qui en fait a préexisté à la conception classique et qui est généralement associée aux origines républicaines du droit et des institutions. Cette autre conception de la souveraineté interne, c'est la conception dispersée de la souveraineté, qui remonte à Aristote et à Cicéron et a été reprise par Arendt. Cette conception affirme que la souveraineté doit être comprise comme un pouvoir partagé, relatif et limité. Pourquoi ? Eh bien, à des fins de non-domination par le souverain. L'idée de pouvoir partagé signifie qu'aucun agent ne peut prétendre à l'autorité suprême. Le pouvoir politique doit être partagé ou réparti entre une pluralité d'institutions. L'idée de pouvoir relatif implique qu'aucune institution ne devrait pouvoir revendiquer un pouvoir absolu sur son territoire. Elle ne peut prétendre qu'à un pouvoir partiel par rapport au pouvoir des autres. Enfin, l'expression de pouvoir limité signifie qu'aucune de ces autorités, y compris les pouvoirs constituants, ne doit pouvoir gouverner sans limite. Les systèmes fédéraux, dont certains d'ailleurs reconnaissent encore aujourd'hui la souveraineté des États confédérés, comme c'est le cas en vertu de l'article 3 de la Constitution fédérale suisse que vous avez ici à l'écran. Donc les systèmes fédéraux, ainsi que les systèmes dits pluralistes qui protègent l'autodétermination, par exemple, des peuples indigènes, démontrent, d'un point de vue empirique du moins, que la souveraineté peut tout à fait être partagée, relative et limitée, sans que le concept de souveraineté soit vidé de son sens. Il s'ensuit que la justification de la conception classique de la souveraineté en tant que pouvoir concentré, absolu et illimité que je vous ai présenté tout à l'heure, doit en fait être considérée comme étant normative et doit donc faire l'objet d'une défense et d'un argument normatif. Le fait est cependant qu'elle ne l'est jamais, alors même que la conception dispersée que je viens de vous présenter, elle, est justifiée à des fins de protection de l'égalité politique et contre la domination. Curieusement, en effet, la conception classique de la souveraineté interne a toujours été avancée comme une évidence, sous la forme d'un argument strictement conceptuel. Pire, elle est simplement habituellement stipulée par référence aux liens de définition mutuelle entre État et souveraineté classique. Alors, examinons maintenant ce que ces deux conceptions de la souveraineté, classique et dispersée, qui doivent être, je l'ai dit, justifiées sur un plan normatif, impliquent pour la souveraineté externe. En bref, la conception moderne de la souveraineté externe de l'État en droit international, celle qui a été développée en même temps que l'État, notamment par Emer de Vattel, implique deux choses. Premièrement, il ne devrait pas y avoir d'institution externe à l'État ayant un pouvoir concurrent sur les affaires internes de l'État souverain. Et deuxièmement, l'État devrait pouvoir parler d'une seule voix, reconnue comme faisant autorité par les autres États sur le plan international. On peut qualifier d'exclusive cette conception moderne de la souveraineté externe de l'État, qui sous-tend le droit international moderne, devenu contemporain, dans la mesure où elle considère les États comme les seules institutions politiques dans l'ordre institutionnel international, comme nous l'avons vu dans la section précédente, et donc comme les seules institutions souveraines. Alors cette conception est restée prédominante au cours des 3 derniers siècles. Pourquoi ? Stipulée, considérée comme une vérité conceptuelle. Et ce, alors même qu'empiriquement, la souveraineté externe des États n'est plus exclusive depuis longtemps. Curieusement, par ailleurs, cette approche exclusive de la souveraineté externe ne semble pas du tout avoir été affectée par le débat
autour des deux conceptions de la souveraineté classique et dispersée que j'ai présentées tout à l'heure. Donc il y a un débat autour de la souveraineté interne, mais ce débat ne s'est jamais transposé sur le plan de la souveraineté externe. C'est pour cela qu'un troisième groupe d'auteurs d'inspiration républicaine, auquel j'appartiens, a récemment étendu l'idée de souveraineté dispersée du plan national au plan international. La proposition consiste à abandonner l'idée que les États seraient les institutions souveraines exclusives dans l'ordre international et à reconnaître une souveraineté partielle à d'autres institutions publiques non étatiques. Cette deuxième approche de la souveraineté externe peut être qualifiée, vous le voyez à l'écran, de souveraineté multiple ou multipublique par référence à la réinstitution du même peuple en de multiples institutions publiques. Comme la souveraineté interne dispersée, la souveraineté externe multiple est justifiée par référence à la protection de l'égalité politique des peuples contre la domination. Alors il est important de souligner que ces deux conceptions de la souveraineté externe, exclusive et multiple, ont en commun le rejet normatif d'une institution mondiale unique dotée d'une souveraineté concentrée, absolue et limitée, qui équivaudrait à un empire. À cet égard, les deux conceptions de la souveraineté externe partagent une compréhension minimalement pluraliste de la souveraineté dans l'ordre international. Depuis le XVIIe siècle, le droit international moderne, construit en effet autour des États et contre l'Empire, consiste en un ensemble de règles juridiques minimales régissant les interactions entre une pluralité d'institutions souveraines. Cette pluralité inhérente à la souveraineté moderne se reflète, je l'ai dit, dans le dogme de l'égalité souveraine, garantie pour la première fois par écrit dans la Charte des Nations Unies de 1945, à l'article 2, paragraphe 1. Il ne s'agit donc pas, pour moi, ni pour la conception multiple de la souveraineté externe que je défends ici, de contester que les États et leurs peuples doivent être considérés comme souverains, ni de contester qu'ils doivent être traités comme des égaux souverains en conséquence. Bien au contraire, nous nous inscrivons dans cette continuité. Il s'agit plutôt de renforcer la protection de cette égalité souveraine. L'argument supplémentaire qui est avancé, en effet, est que les États ne devraient pas être considérés comme les seules institutions souveraines de leur peuple dans l'ordre international. D'autres institutions publiques non étatiques devraient également être considérées comme partageant cette souveraineté, afin de mieux protéger l'égalité souveraine des mêmes peuples, réinstituée une deuxième fois par des institutions publiques nouvelles devenues multiples. Et ce pour la raison suivante, une raison que je vous ai déjà fait anticiper, la raison d'être de la pluralité des États souverains et surtout de leur égalité souveraine a profondément évolué depuis le XVIIe siècle. Depuis la réinstitution internationale des États en 1945, l'égalité souveraine est directement liée à l'égalité politique des citoyens et des peuples. Elle est liée à l'égalité politique des citoyens par le biais des droits de l'homme internationaux et elle est liée à l'égalité politique des peuples par leur droit égal à l'autodétermination. Il n'y a donc plus de raison aujourd'hui de limiter l'exercice de l'autodétermination collective d'un peuple et de sa souveraineté populaire à une seule institution publique, celle de l'État, et à la souveraineté de l'État. Alors certes, me direz-vous, dans un tel système de souveraineté multiple, les États ne jouiraient plus du privilège exclusif de l'autorité ultime en droit international. Mais à l'heure actuelle, je vous l'ai dit, ils ne peuvent exercer leur autorité que dans les limites du droit international et de l'autorité égale des autres États qui adoptent ce droit international avec eux. Et dans un système de souveraineté multiple, leur autorité serait donc simplement limitée un petit peu plus par l'autorité concurrente d'autres institutions publiques des mêmes peuples. D'ailleurs, sur le plan interne, la souveraineté dispersée en tant que pouvoir ultime partagé, relatif et limité a été célébrée de tout temps, précisément comme un moyen de réduire le risque de domination publique et d'abus de pouvoir. La souveraineté externe multiple, elle aussi, devrait donc être abordée comme protégeant les mêmes peuples, réinstitués contre la domination publique, et ce tant à l'intérieur de leurs États qu'entre États, notamment
dans des ordres régionaux. Et cela m'amène à la question de la souveraineté partagée dans la confédération régionale. Ici, je soutiens que les confédérations régionales qui réinstituent leurs peuples, qui réinstituent les peuples de leurs États confédérés, devraient être considérées comme contribuant au partage de la souveraineté externe de ces peuples, et ce tant à l'intérieur de la confédération qu'au dehors. C'est déjà ce que nous faisons en matière de souveraineté interne, je l'ai dit, mais aussi externe, partager des entités fédérées dans certains États fédéraux, comme par exemple la Confédération suisse. Et pourquoi ? Eh bien, afin de mieux protéger, dans ces États fédéraux, le droit égal de ces peuples à l'autodétermination politique, y compris sur le plan international, en exerçant le droit à adopter du droit international. Cette proposition rappelle, pour ceux d'entre vous qui sont férus de théorie fédérale, l'idée de double souveraineté de Jürgen Habermas. Le philosophe allemand a développé son argument en lien avec la légitimité politique de l'Union, mais il a suggéré dans des écrits ultérieurs que son argument pourrait être étendu à d'autres organisations régionales. Contrairement à Habermas, la souveraineté défendue ici est multiple et pas simplement double, et elle peut s'étendre à de multiples institutions publiques réinstituant les mêmes peuples en droit international. Les confédérations régionales que je discute ici sont particulièrement bien placées, je pense, pour permettre de partager la souveraineté externe des États et de leurs peuples, dans la mesure où, comme je l'ai expliqué dans la première leçon, des organisations régionales sont aujourd'hui instituées dans le monde entier et où tous les peuples du monde pourraient donc être réinstitués par une confédération régionale, au moins dans chaque région. Cela permettrait de préserver non seulement la pluralité de la souveraineté externe inhérente au droit international moderne que j'ai rappelé, et qui est un héritage à préserver, mais cela permettrait aussi de préserver l'égalité de cette souveraineté, même partagée, et donc le droit égal à l'autodétermination internationale de tous les peuples du monde, dans toutes les régions du monde. 3 précisions s'imposent toutefois. Tout d'abord, la souveraineté externe partagée au sein des confédérations régionales ne serait que partielle, dans la mesure où elle devrait nécessairement être partagée avec d'autres institutions publiques des mêmes peuples, y compris entre États confédérés. Deuxièmement, étant donné que les confédérations régionales réinstituent les mêmes peuples et organisent le partage de la souveraineté externe de ces peuples entre leurs États confédérés, il n'y a pas et il ne devrait pas y avoir d'exigence d'égalité entre la souveraineté des confédérations régionales et celle des États en vertu du droit international. Au contraire, la souveraineté externe des confédérations régionales serait par définition relative ou différenciée à celle des États. Leurs droits de participation doivent donc être articulés à ceux des États confédérés. La situation est toutefois différente en ce qui concerne l'égalité souveraine partielle entre les confédérations régionales elles-mêmes. En effet, d'une région à l'autre, il serait possible de plaider en faveur d'une certaine forme d'égalité souveraine entre les confédérations régionales exerçant les mêmes pouvoirs. Une égalité souveraine, toujours partielle et relative. Bien entendu, cela nécessitera, je l'ai déjà dit, de repenser soigneusement les relations de la future Organisation des Nations et Régions Unies avec les confédérations régionales et les relations entre les confédérations régionales elles-mêmes au sein de la future organisation, et ce sera l'objet de la 6e leçon. Enfin, la souveraineté partielle proposée ici pour les confédérations régionales serait par définition limitée et non absolue. Comme indiqué précédemment, les confédérations régionales sont en effet organisées très différemment des États. Elles ne peuvent pas donc instituer leur peuple, les réinstituer plutôt, de la même manière, mais seulement de manière complémentaire. Il s'ensuit que l'identification des implications de la souveraineté partielle mais différenciée proposée pour chaque confédération régionale devra être abordée à chaque fois dans son contexte. En somme, la conception proposée de la souveraineté partagée dans et par les confédérations régionales et ses implications pour la protection du droit égal de tous les peuples à l'autodétermination devrait permettre de renforcer la protection de l'égalité des peuples et des citoyens des États des régions
contre la puissance des États-empires qui se développent actuellement en leur sein, voire contre d'autres ordres régionaux existants lorsqu'ils deviennent des organisations empires. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi j'ai parlé d'instituer la confédération régionale contre l'empire. Alors certains objecteront certainement que la multiplication du nombre d'institutions publiques souveraines, même partiellement souveraines, telles que les confédérations régionales dans l'ordre international, pourrait rendre les procédures internationales encore plus complexes à organiser à l'avenir. Toujours ce fameux argument réaliste de la complexité. À nouveau, c'est l'exact inverse qui se produira, j'en suis certaine. La dispersion du pouvoir international, y compris du pouvoir international ultime de chaque État, est cruciale pour éviter le risque de domination dont l'ordre institutionnel international actuel souffre et dont certaines organisations régionales en particulier souffrent déjà en raison de leur très grande complexité. Réinstituer les peuples des États en tant que peuples des États confédérés de confédérations régionales partiellement souverains pourrait en effet contribuer à clarifier le statut juridique de ces organisations régionales, qui demeurent totalement opaques, et ceci en assurant enfin leur légitimité politique interne. Alors ceci m'amène au point suivant, celui de la représentation démocratique, sans laquelle le droit égal à l'autodétermination des peuples des confédérations régionales, même souveraines, ne saurait s'exercer. La réinstitution des organisations régionales en confédérations régionales et dès lors en institutions souveraines partielles permet également d'envisager qu'elles puissent représenter démocratiquement les peuples des États qu'elles réinstituent de manière complémentaire à ces États et contribuent par là à la légitimité démocratique du droit international. Une meilleure implication des confédérations régionales dans l'élaboration du droit international pourrait en effet renforcer, je l'ai dit dans la deuxième leçon notamment, l'égalité politique des peuples de ces États en compensant les déséquilibres démographiques et épistémiques et les inégalités de pouvoir entre les États qui faussent la représentation par les États de ces régions, tout en exigeant en retour de ces confédérations régionales qu'elles deviennent plus égalitaires en elles-mêmes. Donc l'argument de cette section est double. D'abord, plaider en faveur d'un système de représentation démocratique multiple en droit international, et puis ensuite en faveur du rôle des confédérations régionales pour une protection complémentaire de l'égalité politique dans un tel système. Alors j'ai déjà consacré un cours à la représentation démocratique internationale multiple en 2022-2023, et donc j'irai assez vite sur la première partie. Étant donné l'identité des sujets ultimes du droit national et international, les mêmes peuples, les considérations de légitimité démocratique développées dans le cadre du droit institutionnel national devraient également s'appliquer à la légitimité démocratique du droit international et de ses institutions. En bref, et je l'ai soutenu ailleurs, je pense que la légitimité démocratique devrait toujours être évaluée en fonction de 4 principes communs à la plupart des conceptions de la démocratie. Premièrement, le contrôle populaire ultime et efficace. Il découle directement du principe de la souveraineté ou de l'autodétermination populaire. Tous les peuples soumis au droit international doivent avoir leur mot à dire dans le processus d'élaboration de ce droit, ou du moins un contrôle ultime et efficace sur leurs représentants. Deuxième principe, l'égalité politique. Tous les peuples doivent avoir un droit de décision égal, directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants. Troisièmement, le principe de contestabilité délibérative. Tous les peuples ou leurs représentants devraient être en mesure de contester par la délibération, à chaque étape, les décisions prises au niveau international. Et enfin, évidemment, le principe de protection des droits de l'homme. Alors, dans la mesure où elle devrait viser à assurer un contrôle populaire ultime et efficace, la légitimité démocratique internationale ne peut être réduite au type de démocratie interétatique prônée par de nombreux États, généralement des États non démocratiques d'ailleurs, qui considèrent à tort l'égalité des États et le principe un État, une voix dans l'élaboration du droit international comme étant la seule exigence
de la légitimité démocratique internationale. Au contraire, vous l'aurez compris, d'un point de vue démocratique, lorsque les États participent à l'élaboration du droit international, en particulier lorsqu'ils y participent en tant que membres des organisations régionales comme l'Union européenne, l'ASEAN, la CEDEAO ou le Mercosur, c'est en tant que représentants de leur peuple et non en tant que tels et en eux-mêmes. Et donc il faut nous en assurer en pratique. Et en raison de leurs déficits démocratiques respectifs, les États impliqués dans l'élaboration du droit international ne peuvent pas aujourd'hui être considérés comme suffisants à eux seuls pour assurer la représentation démocratique de leur peuple. Pourquoi ? Eh bien, en raison de nombreux déficits démocratiques des États en tant que représentants. J'y ai consacré, je l'ai dit, plusieurs publications et un cours, donc je vais juste résumer ici une liste de déficits démocratiques de la représentation des peuples du monde uniquement par les États. Premièrement, en ce qui concerne les entorses au principe du contrôle populaire ultime et efficace, il convient de souligner évidemment l'existence d'États non démocratiques, mais surtout la responsabilité aujourd'hui encore trop limitée des gouvernements des États même démocratiques pour leurs décisions internationales. Est-ce que la France vous rend des comptes sur sa politique et le droit international qu'elle adopte dans des enceintes internationales ? Non. En ce qui concerne les déficits en termes d'égalité politique, deuxièmement, il convient de mentionner les déficits suivants. Disproportion démographique entre États. Si les peuples du monde ne sont représentés que par des États, eh bien les petits peuples et les grands peuples sont représentés de la même manière, ce qui crée une disproportion démographique. Les inégalités de pouvoir politique entre eux, l'existence de minorités permanentes au sein des organisations internationales, et enfin, et je vais m'y arrêter aujourd'hui, la distribution épistémique inégale des opinions et des conceptions du droit sur le plan géographique, que j'ai déjà mentionné dans la deuxième leçon. Alors, en réaction à ces déficits, j'ai défendu avec mon co-auteur José Luis Martí un argument selon lequel les institutions publiques représentant les peuples du monde sur le plan international devraient être premièrement multiples, mais surtout articulées dans un système, le système de représentation internationale multiple. Selon cet argument, l'ordre institutionnel international devrait aspirer à être démocratiquement représentatif de tous les peuples du monde, mais cela ne se réduit pas à simplement une pluralité de représentants, comme on le lit très souvent dans ce qu'on appelle le multiple stakeholderism, donc dans ces théories ou même dans ces pratiques, parce que c'est quelque chose qui est pratiqué aujourd'hui dans de nombreuses organisations internationales. Il suffirait de multiplier sans contrôle aucun, les représentants. Plus de société civile et donc tout ira bien. Au contraire, dans le modèle que nous avons défendu, les différentes institutions représentatives devraient être organisées les unes par rapport aux autres, puis surtout articulées les unes aux autres, de manière à se compléter et à constituer un véritable système représentatif, unique et continu. Alors bien sûr, les États, lorsqu'ils sont démocratiquement organisés, devraient conserver un rôle central dans ce système. En effet, la représentation publique et élue est ce que les États font de mieux aujourd'hui dans les circonstances non idéales du droit international. Ils représentent déjà des peuples institués dans le monde entier et ils sont surtout les principales institutions capables de remplir les conditions factuelles de l'égalité politique dans une démocratie, c'est-à-dire le partage d'enjeux égaux et interdépendants, et la capacité de gouvernement efficace. Alors de nombreuses questions demeurent en suspens sur ce système, mais la plus importante est celle de savoir comment organiser la représentation complémentaire par d'autres institutions publiques que les États pour pouvoir corriger, compenser les déficits démocratiques de la représentation internationale que je vous ai listés tout à l'heure. Et il y a une institution publique qui, en vertu de sa diffusion désormais universelle, de ses compétences générales et de son degré d'organisation politique interne avancée, qui, à mon avis, constitue le complément institutionnel public le plus intéressant aujourd'hui, cette institution, c'est l'organisation régionale, ou plutôt l'organisation régionale réinstituée en confédération régionale. Et ceci m'amène à mon dernier point,
la représentation complémentaire par la Confédération régionale et la protection de l'égalité politique. Ce que je soutiens ici, c'est que le fait de donner aux confédérations régionales un rôle complémentaire dans l'élaboration du droit international pourrait renforcer l'égalité politique des peuples et constituer ce bouclier contre les États et les organisations empires avec lesquels j'ai commencé la leçon aujourd'hui. Et ce, notamment, de façon à compenser les déséquilibres démographiques et les déséquilibres épistémiques, et enfin les inégalités de pouvoir entre les États confédérés, mais aussi parce qu'elle pourrait exiger en retour de ces confédérations régionales qu'elles deviennent plus égalitaires, en bref, plus démocratiques. Comme je l'ai expliqué dans la deuxième leçon, l'une des difficultés pour garantir l'égalité politique des peuples des différentes régions du monde aujourd'hui, dans l'élaboration du droit international universel, par exemple de traités ou de coutumes, depuis le droit international régional, eh bien, l'une des difficultés réside précisément dans l'insuffisance de la représentation de ces peuples et de leur égalité politique par les représentants actuels, c'est-à-dire par les États. Outre leurs nombreux déficits démocratiques, en termes de contrôle populaire ultime et efficace et d'égalité politique que j'ai mentionné à l'instant, la représentation internationale par l'État ne garantit pas nécessairement l'égalité de considération politique des communautés régionales plus larges, mais qui sont distinctes et qui rassemblent ces différents peuples. En effet, ce déficit inclut l'inégalité dans la distribution géographique des perspectives régionales et des conceptions du droit international. Dès lors, représenter ces perspectives uniquement par les États entraîne une inégalité épistémique entre ces perspectives. En bref, la représentation des perspectives régionales par les États uniquement favorise les conceptions du droit qui sont largement diffusées dans le monde, plutôt que concentrées dans certaines régions en particulier. La représentation des conceptions régionales du droit international ne permet donc pas de représenter les peuples de ces régions dans toute leur diversité. C'était le propos de ma deuxième leçon que de l'établir. Alors pour corriger ce biais épistémique régional dans la représentation internationale des peuples par les États dans l'adoption et l'interprétation du droit international universel, il convient d'identifier en complément de celle-ci des procédures qui puissent prendre mieux en compte les différentes régions, en introduisant de tels correctifs régionaux et en organisant une représentation démocratique complémentaire. Les confédérations régionales pourraient assurer que l'inégale répartition de certaines conceptions juridiques dans le monde et leur représentation biaisée par les États soient corrigées, et surtout que toutes les perspectives régionales du droit international soient représentées, et pas seulement les plus répandues. En fait, la participation des confédérations régionales à l'élaboration du droit international peut également compenser d'autres déficits démocratiques que j'ai identifiés précédemment dans la représentation des États dans un monde d'États égaux. C'est le cas en particulier en ce qui concerne les déficits que j'ai identifiés en matière d'égalité politique. Premièrement, la représentation complémentaire par les confédérations régionales pourrait compenser les disproportions démographiques entre les États peuplés et les États moins peuplés d'une même région, en représentant les mêmes peuples à nouveau et de manière plus égalitaire dans les régions qu'elles instituent. C'est ce que nous faisons en Suisse. Deuxièmement, la représentation complémentaire par les confédérations régionales pourrait également contribuer à corriger les déséquilibres de pouvoir entre les États d'une même région et le problème permanent dans une région de la majorité ou de la minorité dans l'élaboration du droit international, en protégeant contre la domination d'un État-empire dans la région ou dans une ou deux autres régions du monde. Alors bien entendu, les confédérations régionales ne sont pas une panacée. Elles-mêmes pourraient souffrir de déficits importants en termes de représentation démocratique. Leur rôle complémentaire à celui des États dans ce système de représentation internationale multiple ne peut donc être légitime que si les confédérations régionales respectent dans leur propre organisation
les 4 principes de légitimité démocratique que j'ai présentés tout à l'heure. D'où la nécessité de les réorganiser premièrement de manière à respecter l'égalité politique en leur sein. Et c'est une grande question, notamment dans l'Union européenne, nous verrons ça la semaine prochaine. La confédération régionale est la bonne forme politique en soi pour cela. Contrairement à l'Empire, en effet, la confédération régionale garantit et protège l'égalité souveraine des États confédérés d'une part et les droits égaux des citoyens des États confédérés d'autre part. Cette double garantie de l'égalité politique va de pair avec l'introduction d'un régime démocratique tant au niveau confédéral qu'au sein des États confédérés. Et par extension, je l'ai dit, ce régime politique qu'elles ont en commun, la confédération régionale et les États confédérés régionaux, explique la plus grande homogénéité politique qui existe au sein de la confédération, puisqu'il y a un effet de démocratisation et de domestication mutuelle entre la confédération et les États confédérés. À cet égard, il y a longtemps que s'est avéré le rôle émancipateur et égalisateur des organisations régionales, et ce à la fois au sein des États qui sont domestiqués par la régionalisation et entre eux au sein des relations intrarégionales. Certes, les organisations régionales ne diffèrent pas foncièrement des États dans la mesure où, comme les États, elles peuvent devenir autoritaires dans leur régime, mais ensemble, États et régions ont tendance à se domestiquer mutuellement, comme le confirment les études en sciences politiques de la régionalisation. Instituer les organisations régionales en véritables confédérations régionales en plus permettrait donc de forcer cette domestication mutuelle non pas vers davantage d'autocratie, comme on peut l'observer malheureusement dans certaines organisations régionales aujourd'hui, mais vers davantage de démocratie. D'ailleurs, les organisations internationales universelles comme les Nations Unies pourraient elles aussi jouer un rôle et exiger cette concertation intra-régionale et une organisation démocratique minimale de la part des organisations régionales qu'elles associent à leurs délibérations. Après tout, le droit des Nations Unies prévoit déjà un droit minimal de la représentation démocratique qui exige que leurs États membres soient organisés d'une certaine manière pour pouvoir être représentés à l'Assemblée générale. Pourquoi les Nations Unies n'étendraient-elles pas cette exigence aux organisations régionales, futures confédérations régionales, qu'elles associent à leurs délibérations? Alors il demeure bien sûr, deuxièmement, la critique des inégalités politiques entre régions elles-mêmes. Au vu de la multiplicité des formes organisationnelles que prennent les régions en droit international et leur potentiel chevauchement, on peut en effet leur reprocher un risque de surreprésentation de certains peuples, par exemple en Europe, ou de sous-représentation des autres. En réponse, et c'est à nouveau la beauté de l'universalisation, de la généralisation et de l'approfondissement de la régionalisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut souligner que chaque peuple aujourd'hui dans le monde dispose d'au moins une forme de représentation régionale et l'une d'entre elles, seulement l'une d'entre elles, pourrait être instituée en confédération régionale. Il est vrai que certains États ont recours à la création d'organisations régionales précisément pour consacrer des inégalités régionales entre États qui ne pourraient pas être formalisées au sein des organisations universelles. Ils ont recours à la régionalisation pour créer des inégalités et en profiter. Un bon exemple est celui des déséquilibres de pouvoir économique qui existent entre les États membres de l'Organisation mondiale du commerce, qui ont amené certains de ces États, non pas tant à institutionnaliser ces inégalités à l'intérieur de l'OMC elle-même, mais à instituer ensuite des organisations régionales concurrentes afin de préserver leurs privilèges et d'entériner ces inégalités. La multiplication des organisations régionales dans certains domaines du droit international et dans certaines régions ne fait donc que confirmer cette tendance à l'inclusion sélective de certains États et par conséquent à la promotion de l'égalité de certains États puissances régionales au travers de leurs organisations régionales, au prix de l'inégalité de tous les autres États du monde. Des correctifs juridiques devraient donc être mis en place pour éviter la sur- ou la sous-représentation des peuples par des organisations régionales. Cela pourrait se faire, à mon avis, à nouveau,
au sein d'organisations internationales universelles comme les Nations Unies, y compris au sein de l'Organisation mondiale du commerce, si cette organisation respectait véritablement l'égalité politique des peuples. C'est un travail qui doit être entrepris dans tous les cas, étant donné les privilèges et inégalités graves de traitement entre régions et entre institutions régionales qui existent d'ores et déjà au sein de nos organisations universelles, y compris aux Nations Unies. Alors je reviendrai sur ces difficultés, sur ces privilèges indus de certaines organisations régionales au sein des Nations Unies et sur la réforme potentielle des Nations Unies dans la 6e leçon. La semaine prochaine, nous passerons à la 2e leçon de cette 2e partie consacrée à la dimension institutionnelle du droit international des régions. Et je vous parlerai, comme promis, d'une organisation internationale régionale en particulier, l'Union européenne, et de l'importance pour le respect de l'égalité des peuples à venir, pas seulement dans l'Union, mais des peuples dans le monde à venir, de pouvoir traiter l'Union européenne comme une organisation internationale régionale, non pas comme les autres, parce qu'elle n'est pas comme les autres, aucune organisation régionale ne ressemble à une autre, mais comme une organisation régionale parmi d'autres. Et c'est cette 3e voie entre l'Union européenne sui generis, tour d'ivoire, et l'Union européenne modèle pour toutes les autres que j'aimerais explorer avec vous. Cet après-midi, nous aurons la chance d'accueillir le docteur Apollin Coigne-Zouapet, qui nous parlera d'une question que j'ai laissée de côté pour lui, qui est celle de la place du droit international régional et de la représentation régionale dans la pratique de la Cour internationale de justice. Je vous invite fortement à assister à ce séminaire. Dans l'immédiat, je vous remercie encore une fois de votre attention. Je vous souhaite un bon appétit si vous avez faim. Je vous dis à cet après-midi ou sinon au plus tard à la semaine prochaine. Merci.